Ça va? Ouais, ah. D'accord, je commence à regretter de t'avoir demandé de venir. Donc, ça va être très très simple. Il y a 3 modes pour aller au Japon. Il y a le mode pur touriste, on va balader, on va se faire sa vie. Il y a ceux qui vont faire des études et il y a ceux qui vont peut-être essayer d'aller bosser. Et j'insiste sur le peut-être. Donc, je vais vous faire une base sur ces 3 points-là. Et après, vous allez, c'est la conférence interactive. Vous allez lever la main quand je vais vous dire qui veut y aller pour quel truc. Comme ça, j'adapterai en fonction de la majorité. Voilà, c'est la vraie démocratie. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais on va s'y faire. Donc, tout simplement, touristique, c'est le plus simple. Les visas sont de 3 mois, ça s'obtient comme un rien. Après, la difficulté, c'est de choisir son parcours. Parce que généralement, quand on va au Japon, on n'y va pas pour toute la durée des 3 mois, finance oblige. Donc on essaye de cibler en fonction des choses qu'on veut faire, du budget qu'on a prévu, et de la taille des valises, parce qu'on va ramener des tonnes de trucs. Donc ça, je vous expliquerai plus en détail les quartiers, les endroits sympas, et surtout comment se démerder pour que ça ne vous coûte pas un bras, le rein et tout le reste, parce que c'est très facile là-bas. Pour la partie études, ben, c'est très simple, il faut avoir une école qui vous fait un visa d'études. Donc ça coûte souvent très cher, parce qu'il y a des écoles qui sont spécialisées là-dedans, mais les visas ne sont pas très difficiles à obtenir, et généralement ils vous encadrent du début à la fin au niveau de l'arrivée. Il y a quelques petits pièges à éviter, donc on en parlera si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment le mode le plus safe pour y aller, dans peut-être pas une première expérience, mais ça permet de rester longtemps et de ne pas être perdu. Ensuite, pour le boulot, là, ça devient un peu plus technique parce qu'il y a différents types de visas, il y a différents types de missions. Soit vous travaillez pour une entreprise française qui vous envoie là-bas, soit vous travaillez pour une entreprise japonaise là-bas. Alors cette deuxième option, c'est vraiment une immense minorité parce que on n'a pas une super bonne réputation au Japon en tant qu'on bosse, hein, mais il n'y a pas de souci. Mais les entreprises japonaises ont tendance à un petit peu freiner l'embauche des étrangers, donc je vous en parlerai aussi plus en détail, je vous expliquerai pourquoi, si ça vous intéresse. Alors, première partie de la conférence terminée, deuxième partie, c'est à vous de jouer. Qui veut y aller en touriste? Levez la main, maintenant. Je pense qu'on va commencer par là. Qui veut y aller pour ses études? On va pas en parler, ça va être bien. Qui veut y aller pour le boulot? Ok, donc on n'a que des touristes, ça va être fantastique. Cette conférence va durer 10 minutes, c'est trop bien. Donc, comme je vous l'ai dit, pour y aller en touriste, il n'y a pas besoin de visa spécifique. Vous avez, en fait, il y a le visa touriste, mais vous n'avez pas besoin de le demander. On vous l'attribue directement quand vous arrivez à l'aéroport là-bas. Première précaution à prendre, c'est avant de partir. La première étape, généralement, c'est l'achat du billet d'avion. Alors, il y a énormément de compagnies. En plus, vous êtes tous du coin ici ou non, pas du tout. Ok. Donc, il y a énormément de compagnies. Vous avez évidemment un gros hub à Paris qui vous permet de circuler. Il faut savoir que c'est pas le seul. Il y a des vols qui partent aussi de Londres, qui sont parfois intéressants. Et il y a des vols qui partent aussi de Marseille directement, qui sont aussi des fois très intéressants. Donc, parmi les compagnies, ce que j'ai testé et approuvé, il y a la Lufthansa qui est pas mal au niveau qualité-prix. Vous ne serez pas dans des sièges super ouf, mais vous arrivez à trouver des billets à partir de 700 € aller-retour, ce qui est plutôt raisonnable. Il faut savoir que la gamme de prix élargie, ça va de... Allez, si vous avez vraiment de la chance et que ça ne vous dérange pas de voler avec l'Aéroflot, vous pouvez toucher des billets à partir de 450-500 € aller-retour. Par contre, c'est l'Aéroflot, hein, c'est passage par la Russie. En ce moment, je ne sais pas si c'est recommandé. Puis même, c'est pas super agréable, mais ça se trouve. Lufthansa, ils sont en middle class, donc c'est un poil plus cher, mais le service est correct et surtout, vous serez moins emmerdé au niveau des escales, parce que généralement, ça se fait à Munich, ça se fait à Berlin. Ils sont assez clean sur les escales, ça dépasse rarement les 3 heures, donc vous n'êtes pas emmerdé. Après, il y a nos chers amis britanniques, British Airways, qui font des vols nickel, mais là, vous n'êtes pas dans la même gamme de prix. Là, vous êtes à peu près entre 900 et 1000 €. Air France, c'est à peu près la même salade. De temps en temps, ils font des OP
autour de 600 €, mais il faut vraiment les guetter. Donc ça vous donne pas trop le choix des dates, c'est ça le problème. Mais ça peut être intéressant si vous avez du temps devant vous, vous tombez sur le bon créneau et ça marche bien. Maintenant, alors ça c'était beaucoup plus rare avant, mais maintenant les sociétés, les entreprises japonaises proposent des vols à partir de la France. Donc que ce soit ANA ou je perds le don de la deuxième élément. Japan Airlines tout simplement. Je presserai jamais par Japan Airlines parce que là vraiment ça vous coûte un rein. Par contre ANA ils ont des tarots assez intéressants, donc à vérifier. Maintenant sur internet vous avez les comparateurs donc ça va vite, mais vraiment vérifier les escales et vérifier la durée des escales. Dans le sens où souvent on n'y fait pas attention, mais quand on se retrouve à devoir passer la nuit dans un aéroport, c'est pas génial. Et si vous choisissez, par exemple, une solution qui m'est arrivée et qui est assez problématique, si vous choisissez China Airlines, ça m'est arrivé une fois parce que c'est vraiment pas cher. Donc j'arrive en Chine, bon, déjà le personnel en Chine n'est pas super accueillant. Vous n'êtes pas vraiment welcome, surtout quand vous allez au Japon après. Donc il faut s'y faire, les mecs vont être un peu brutaux avec vous, notamment au passage à la douane. Mais le pire ça a été pour le retour, où en fait mon avion se posait vers 11h30, un truc comme ça, à Beijing, et la correspondance partait à 1h du matin. Bon, petite correspondance, c'est pas méchant. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où vous passez un fuseau horaire en Chine, c'est-à-dire que vous passez d'une journée à l'autre, il vous faut un visa. Donc on se retrouve à aller demander un visa d'une journée à la douane pour rester 2 heures dans l'aéroport. C'est véridique. Donc faites gaffe à ce genre de détails qui peuvent rapidement vous pourrir la vie. Surtout que les Chinois ils sont pas super open à la discussion, donc vaut mieux pas moufter. Après, si vous passez par la Corée, il n'y a pas trop de problèmes. Si vous passez par les sociétés nordiques, KLM, tout ça, ils sont très sympas. Mais sur China Airlines, ils sont un peu chiants. Mais après, les tarifs sont attractifs, donc à vous de voir. Donc une fois qu'on a trouvé son billet d'avion, donc c'est à peu près quand on y va, on sait quand on repart, il faut absolument avoir prévu un logement. Parce que ça, c'est un coup à se faire refouler à l'aéroport. Vous arrivez, vous êtes tout content. Ouais, je suis au Japon, c'est trop bien. Passez le truc en douane. Vous allez habiter où? Je voulais prendre un hôtel comme ça. Quel hôtel? Vous n'avez pas d'adresse? Non. Bah c'est par là la sortie. Voilà, ça se passe comme ça. Donc toujours avoir réservé avant un hôtel ou avoir vraiment, si vous allez chez un ami, ce qui est possible, vraiment avoir son adresse sur vous. En plus, les adresses japonaises sont chiantes. C'est pas un numéro, un nom de rue, un truc comme ça. Il faut, c'est une adresse très complète parce que c'est découpé un peu à l'américaine par quartier. Donc vous avez la préfecture, le numéro de la préfecture, le numéro du bloc dans la préfecture et le numéro de la rue. Il n'y a pas de numéro de bâtiment dans les rues. Donc ayez bien vos adresses complètes, surtout si vous ne parlez pas japonais, parce qu'ils font très peu d'efforts pour parler anglais et encore moins français. Donc ayez un papier en disant « je vais habiter là ». Voilà. Ça vous évitera de vous faire refouler. Pour les bagages, ben ça vous voyez, hein, c'est toutes les compagnies, ils vous expliquent ça clairement. Les Japonais sont pas chiants. Au retour, si vous avez un léger dépassement de bagages de 2 kg, généralement ça passe. Ça dépend un peu des compagnies, mais dans la majorité des compagnies ça passe. Et aux escales ils vous emmerderont pas non plus. Par contre c'est vrai qu'il y a certaines compagnies qui proposent, pour ceux qui vont pour ramener du goodies, des trucs comme ça, parce que ça s'est vu, qui proposent des bagages qui vont jusqu'à 30 kg. Donc ça c'est super intéressant. Donc en fait vous pointez avec une valise vide, qui marche le mieux. Donc billet d'avion, lieu de résidence. Pour les lieux de résidence, donc vous avez les hôtels, ça coûte super cher, parce que vous ne faites pas d'illusions, hein, vous ne passerez pas une semaine dans un hôtel capsule, hein, et un hôtel capsule ça coûte cher. Donc évitez ce genre de plan en vous disant allez ça va être l'immersion, ça va être sympa. L'hôtel capsule c'est vraiment en cas désespéré, vous êtes bourré, vous n'avez plus de train, vous avez passé 2 heures là-dedans en attendant les trains suivants. Vous avez les auberges de jeunesse, moi je vous les conseille pas trop. La bonne alternative pour le budget, c'est ce qu'on appelle les guest house. Alors qu'est-ce que c'est une guest house? Ce sont des sortes de, tout simplement, pas d'internat, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des vieux de la vieille qui regardaient Maison et Coucou? Juliette, je t'aime. Vous voyez un peu le délire, voilà. Donc vous avez, qu'est-ce qu'il fait? Il t'enregistre, ok. Faites pas attention à Momo. Donc vous avez ces maisons-là avec plein de petites chambres individuelles.
Par contre, vous avez les commodités en commun, c'est-à-dire tout ce qui est salle de bain, cuisine est en commun. Donc vous avez juste un petit espace. Ça vous coûte en moyenne, selon le niveau du guest house, ça vous coûte entre 400 et 600 € par mois. Donc face à un hôtel, il n'y a pas photo. Et vous pouvez prendre juste quelques nuits. Les guest house le font assez souvent, si elles ont la place dispo, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut checker sur les guest house, c'est que des fois, il y a des guest house qui n'acceptent que les filles ou que des garçons. Donc il faut bien vérifier avant, pas vous retrouver dans une situation où ils sont obligés de vous refuser à l'entrée parce que le propriétaire, pour lui, c'est pas évident que vous soyez une fille ou un garçon selon le nom que vous allez déposer à la réservation. Mais c'est vraiment un bon compromis et vous trouvez des très bonnes guest house au centre de Tokyo pour ceux qui veulent aller à Tokyo, qui coûtent vraiment pas cher. Je vous en conseille quelques-unes qui sont à Takada-no-Baba. Ça vous donne accès directement à la Yamanote. Vous êtes bien placé, vous êtes bien centré, vous pouvez accéder à énormément d'endroits sans faire trop de train. Et ça vous coûtera 400 € le mois, donc vous faites la division selon la durée de votre séjour. Il y a aussi la possibilité d'aller loger chez des amis. Alors ça coûte vraiment pas cher, mais ça pose un autre problème. C'est comment on se comporte dans une famille japonaise. Parce qu'évidemment, il y a des trucs à savoir. Donc je pense que vous avez tous un minimum de culture. Quelle est la première chose quand on arrive chez les Japonais? Qu'est-ce qu'on fait? Levez la main quand vous passez un micro. Allez, il y en a un là, il a voulu répondre là devant, je t'ai vu. Vas-y. Levez la main. Le monsieur juste là. On enlève ses chaussures. C'est ça. La première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève ses pompes. C'est vraiment important, pas pour une question d'hygiène ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose, une marque de respect. Autant vous rentrez absolument pas avec vos chaussures dans l'appartement de quelqu'un. De toute façon, vous allez arriver, vous allez voir l'entrée, il va y avoir un petit sas avec 15 millions de paires de pompes. Vous avez compris que c'est là qu'il faut les enlever. C'est pas un gros souci. Par contre, aussi, ne jamais, mais jamais sortir pieds nus dans la rue. C'est vraiment un truc à ne pas faire. Vous allez passer pour... même les clochards sortent avec des chaussures aux pieds de leur carton. Donc faites vraiment attention là-dessus. C'est une marque de respect. D'autres choses, vous allez peut-être être perturbé selon comment ça se passe dans vos familles à vous. Généralement, dans les familles japonaises, c'est vraiment... Moi, le terme que j'emploierais, c'est que c'est vraiment une colocation, en fait. C'est-à-dire les membres de la famille font chacun leur vie, ont chacun leurs horaires, dû à leur boulot, dû à leurs obligations, donc se croisent, en fait. Donc il ne faut pas que vous soyez déstabilisé par ça, c'est vraiment quelque chose d'habituel. L'important, c'est rester avec votre ami qui vous a invité, c'est lui qui va vous servir de référentiel. Après, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des expériences assez drôles, genre, voilà, vous le levez à 1h, 2h du matin pour aller à la salle de bain, faire un truc, enfin, voilà. Vous croisez le grand frère qui est en train de manger son repas, bon, bah, salut, voilà, ça se fait comme ça. C'est pas un gros problème. Ça dépend là aussi des familles, mais généralement, enfin, soyez pas choqués. Par exemple, le père qui rentre tard le soir, ça c'est un gros cliché, mais c'est vrai que ça arrive. Il va pas vous adresser la parole, c'est pas parce qu'il vous aime pas, qu'il vous fait la gueule, c'est juste parce qu'il est défoncé de sa journée de boulot. Qu'une fois qu'il aura bu un coup, ça ira mieux et il vous parlera. Voilà. C'est des choses, faut pas qui nous choqueraient. On comprend comme de l'irrespect, mais en fait, ça l'est pas vraiment. C'est juste le mode de fonctionnement qui est comme ça. Puis c'est bien d'avoir un ami japonais qui va vous guider parce qu'il va vous aider pour faire plein de trucs, surtout si vous ne parlez pas trop la langue. C'est toujours bien. En plus, les Japonais, ils ont un truc fantastique, ils ont tous un portable magique. Nous, on a des portables, on a des iPhones, des trucs comme ça. Eux, ils ont un portable magique. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'applications, de trucs comme ça sur leur portable, qu'ils vont vous dire dans les 10 minutes dans quel resto il faut aller manger, quelle ligne il faut prendre pour aller à tel endroit. Ah, il y a une expo à tel endroit à ce moment-là, ils vont vous dire, et ça va être votre guide, ça va être trop bien. Donc si vous avez l'occasion de faire comme ça, faites-le, c'est plutôt sympathique. Alors, voilà pour les bases. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ce thème précis, histoire que je ne parle pas dans le lien et que je réponde vraiment à vos questions? Levez la main, ne soyez pas timide, c'est toujours la première qui coûte, après ça va mieux. Là-bas au fond, merci. Je voulais savoir, par exemple, qu'est-ce qui se fait quand on arrive chez quelqu'un, la coutume, quand on se fait recevoir chez quelqu'un, c'est quoi? Alors, il y a deux choses à savoir importantes. Il est de bon goût et de bon ton d'amener un petit cadeau. La valeur n'a que peu d'importance, il faut que ça vienne de là où tu viens, c'est ce qu'on appelle le omiyage.
Savoir que toi, tu risques fortement d'en recevoir un quand tu arrives. C'est toujours le principe de s'échanger des petits cadeaux, mais ça peut être vraiment c'est pas obligé de faire un truc qui coûte cher, ça ils s'en foutent complètement, c'est vraiment l'intention qui compte, et il faut que tu montres que tu as un peu réfléchi au cadeau. Genre tu vas ramener une spécialité de ta région ou un truc comme ça, voilà, ça va leur faire super plaisir. Même si tu ramènes un truc à bouffer qui est pas adapté à leur goût et qu'ils vont pas aimer, ils vont être tellement contents que tu aies pensé à le faire que ça leur posera pas de problème. Les gens, alors on va rester dans cette thématique là, comme ça on va aller jusqu'au bout. Les gens vont toujours te demander s'ils ont l'autorisation d'ouvrir ton cadeau. Donc il faut que tu dises que tu es ok pour qu'ils ouvrent ton cadeau, parce que ça peut être un cadeau que les autres n'ont pas besoin de voir, tu vois, des trucs comme ça. Donc ils vont toujours te demander est-ce que c'est bon si je peux l'ouvrir maintenant. Et généralement, si tu as ramené un truc qui est soit comestible, soit qu'il est facile de partager, il ne faut pas que tu sois choqué qu'il l'ouvre directement, qu'il le mette sur la table et qu'il le consomme direct avec toi, même si c'est toi qui leur offre le cadeau, parce que c'est comme ça que ça se fait. Il n'y a jamais de cadeau très personnel, c'est vraiment, tout le monde doit en profiter, enfin un maximum de personnes doivent en profiter, dont la personne qui l'offre. Voilà. Donc c'est super sympa si tu penses à faire ça. Après, tout simplement, un truc qui est sympa, c'est demander un peu les règles de la maison. Parce que chaque maison a ses règles. C'est des trucs, ça peut aller de tout à n'importe quoi, genre pas faire ça après telle heure, ou par exemple, moi, le truc le plus saugrenu auquel j'ai eu affaire, c'est que en fait, je devais très précisément, à une heure très précise, éteindre le chauffe-eau. C'était très important. Parce qu'il y avait il calculait la consommation électrique, tout ça. Donc il fallait qu'à cette heure-là, c'était ma mission, il fallait que j'éteigne le chauffe-eau. Et voilà, c'est des trucs à la con, mais c'est toujours sympa de demander. Et ça leur fera super plaisir de voir que tu t'y intéresses. Les Japonais adorent recevoir des gens. Et c'est vraiment, ils sont fiers de recevoir des étrangers, de leur montrer leur pays. C'est vraiment quelque chose. Donc plus tu montres des petites attentions, plus ils vont se casser en douce pour toi. Mais vraiment, ils vont t'inviter au resto, ils vont t'amener voir des trucs, t'as rien demandé, ils vont faire 3 heures de bagnole pour t'amener voir un truc super sympa. Voilà. Mais il faut que en contrepartie, que tu montres de l'intérêt pour ça. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Et y a-t-il une autre question? Voilà. Mademoiselle Devon. Si on sait dire que 3 mots en japonais, est-ce qu'on peut se débrouiller quand même avec... Ce n'est absolument pas un problème. Ce n'est absolument pas un problème. Particulièrement si tu vas à Tokyo. Après, dans d'autres villes, ça va être un peu plus problématique, mais là, à Tokyo, les 3/4 des signes, des panneaux signalétiques sont en anglais. Donc, dans tous les cas, tu ne seras pas paumé là-dessus. Les gens font faire un effort sur l'anglais. Alors, j'espère que l'anglais, tu maîtrises, par contre. Ça va. Ok. Donc, tu peux te faire comprendre au pire du pire. Si tu es paumé, que tu ne sais pas quoi faire, tu as 2 solutions. Tu as 2 endroits. En fait, il faut que vous voyez le Japon, c'est un peu facile, mais comme un RPG. Il y a des endroits, il y a des points stratégiques où aller. Quand tu vas explorer une zone, il faut que tu ailles dans des points stratégiques. Le premier à identifier, c'est le convini, le convenience store. Pourquoi? Parce qu'en plus de pouvoir acheter des trucs sympas, tous les convini ont des cartes du quartier où ils sont. Donc si tu cherches une adresse, tu dis je cherche telle adresse, il va te sortir la carte, il va te dire c'est là. Et ça fait partie des services ils ont vraiment l'habitude, il n'y a pas de souci. Ça m'est même arrivé une fois qu'un employé du convini m'accompagne jusqu'à l'endroit que je cherchais parce que c'était compliqué. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le Koban, donc les tout petits commissariats où il y a un flic. Eux, généralement, soit ils parlent anglais, soit ils vont appeler quelqu'un qui parle anglais. Et si tu as vraiment un souci, ils vont t'aider, ils vont t'accompagner. Voilà. Si tu es en galère, tu veux rentrer chez toi, j'ai vu, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vu des potes, le flic les a pris en charge, les a mis dans un taxi pour qu'ils rentrent à leur hôtel, a payé le taxi. Non, vraiment super sympa. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, tu n'es pas obligé de parler japonais. Par contre, les 3 mots que tu connais de japonais, tu les utilises. Parce que ça va leur faire super plaisir. Que tu fasses un petit effort. Ça va leur paraître plus étrange que tu parles très bien japonais que tu connaisses 3 mots et que tu essayes de les placer. Ils vont plus se méfier de toi si tu arrives,
Voilà, enfin, l'expression au Japon c'est pela pela. Si tu parles couramment, ils vont te dire lui il est louche. Alors que si tu arrives, tu fais des erreurs et tout, tu vois, tu montes, t'essayes et tout, tu montres que tu fais un effort, là tu vas être accueilli à bras ouverts. Et les gens vont se casser en deux pour t'aider. Par contre, et alors là méfiez-vous, c'est le revers de la médaille. Il y a des Japonais qui parlent français. C'est un danger. Parce que vous vous sentez dans un environnement où personne ne vous comprend. Donc vous racontez des conneries avec vos potes. Et vous dites, voilà, des trucs qui peuvent... bon, messieurs, hein, voilà, on fait des commentaires sur ce qu'on a autour des yeux. Et il y a la nana qui va se retourner et qui va faire « Vous êtes français ?» Et merde. Voilà. Donc faites attention. C'est pas parce que 90% de la population ne parle pas votre langue que les 10% restants ne vous comprennent pas. Ce qui est très drôle, c'est quand on commence à maîtriser le japonais un tout petit peu, l'inverse est vrai. Et vous vous rendez compte souvent que dans le métro, dans un truc comme ça, on parle de vous. Donc les gens vous observent, hein. Ils n'ont pas l'air, mais ils vous observent. Moi je me souviens, c'était super drôle. Sur la Yamanote, il y avait un vieux salaryman, je pense qu'il avait la soixantaine bien tassée, et avec son assistante, et il tchatchait, on était un groupe d'étrangers. Et puis il disait, les gaijin, il y en a quand même de plus en plus en ce moment, et tout, puis ça parlait comme ça. Et il fait, mais quand même, bon, ça va, ils vont bientôt descendre, on arrive à Shibuya. Et moi j'allais pas du tout là-bas. Et Shibuya c'est le quartier où il y a les boîtes, les trucs comme ça. Et on arrive effectivement à la gare de Shibuya et le gars super gentil fait You go now. Tu descends maintenant. Non mais en fait je lui ai répondu en japonais non mais moi je vais prendre un autre train, je fais une correspondance et tout. Et là il a compris que j'avais compris. Donc c'est ce qu'on appelle la fissure en fait. ça arrive de temps en temps mais là c'était plus sympa qu'autre chose. C'est jamais méchant, c'est vraiment... j'ai rencontré vraiment peu de Japonais qui ont un racisme affirmé. Faut pas avoir peur aussi dans certains quartiers, notamment les quartiers très animés. Vous allez tomber des fois sur des gros camions noirs à la sortie de la gare, avec des gens dessus qui parlent très fort. Si vous pitez pas le japonais, vous passez votre route, c'est pas grave. Si vous pitez, vous écoutez un peu les discours, c'est l'extrême droite japonaise qui fait ses discours, mais tous les jours, en fait. Donc, un truc qui est très drôle en tant qu'étranger, c'est d'y aller et faire « Ouais, t'as trop raison !» Généralement, ça les fout super mal à l'aise. Mais franchement, il y a qu'à Shinjuku où on les voit vraiment tous les jours, quoi, ces gars-là. Mais c'est peut-être aussi un petit peu à Kyoto, parce qu'en fait, Kyoto, il faut comprendre les gens. C'est la première ville touristique du Japon. Et il y a des étrangers, mais tout le temps. Et il y a une immense majorité d'étrangers. Il faut savoir que les habitants de Kyoto, comme tous les étrangers ne se comportent pas avec un grand respect, enfin, c'est pas la majorité, ils ont développé un petit peu un ras-le-bol. Et contrairement aux autres, ils te le font sentir. Donc des fois, à Kyoto, tu vas tomber sur des gens pas super courtois, un peu froids. Faut les comprendre, c'est que si vous connaissez des gens qui habitent dans des villes touristiques, eux c'est pas que l'été, c'est tout le temps, et au bout d'un moment ils en ont jusque là. Donc pour répondre à ta question, pas de problème, tu trouveras toujours quelqu'un qui parle anglais dans un magasin, un truc comme ça, et au pire s'il n'y a pas, ils vont t'appeler quelqu'un qui parle anglais qui viendra. Pour te donner un exemple, surtout dans les magasins, de la dévotion des gars, à un moment, je suis allé acheter une veste, il n'y avait plus ma taille. Le vendeur est parti sur son vélo à l'autre magasin qui était à 4 km me chercher la veste dans ma taille. Voilà. Pendant ce temps, voilà. Donc c'est rare, hein, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est pour montrer qu'ils vont quand même essayer de t'aider un maximum. Voilà. Y a-t-il une autre question? Juste à côté, et non. Là, oui, je t'ai vu. Non, tu gratouilles. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme must-see au Japon, enfin, pardon? Must-see, un truc qu'il faut absolument voir. D'accord, qu'il faut absolument voir. Ça va dépendre de pourquoi tu veux aller au Japon. Quelle est ta première motivation? Pour les goodies. Pour les goodies. Bon, alors là, c'est facile. 2 endroits, Akihabara ou Ueno. Donc Akihabara, Electric Town, sur la Yamanote. C'est là où tu vas avoir tous les magasins, tu vas aller avoir les gros mandarake, tu vas avoir les gros magasins de goodies. Mandarake, c'est un magasin qui est spécialisé dans la revente de goodies d'occasion. Donc c'est là où tu les as pas trop chers, et il faut savoir qu'au Japon, l'occasion, c'est vraiment du quasi neuf. T'as beaucoup de gars qui achètent des trucs et qui vont les revendre genre directement au mandarake, qu'en fait, ils ont même pas ouvert ni utilisé, quoi.
Tu vas trouver pas mal de trucs. Et après, le problème, c'est comme c'est de l'occasion, ça va dépendre, les produits vont vraiment dépendre des arrivages. Mais tu vas tomber, je sais pas, tes systèmes Senseiya, tu vas tomber sur des mid-close à 20 €, quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça. Tu vas avoir énormément de magasins de manga. Alors, faut faire gaffe à Akihabara. Tu vas avoir plein de magasins de manga. Mais il y a des magasins de manga qui sont pas des magasins de manga. Et les magasins de manga où tu vas avoir un premier étage où il y a des mangas, tu vas descendre le deuxième étage, tu vas dire ça, et c'est pour plus de 18 ans, là là là. Des fois il y a des panneaux qui te l'indiquent, mais pas partout. Donc, et il faut savoir que tous les magasins qui vendent un peu des trucs pour adultes ont toujours une succursale avec des produits où il n'y a rien, il n'y a pas de problème, pour pas que en fait, les gens qui passent dans la rue voient des trucs qu'il ne faut pas en regardant l'intérieur du magasin. Donc tu as toujours un petit escalier, une petite porte, un petit truc, et comme souvent les magasins sont sur plusieurs étages, des fois tu t'en fais 15 dans la journée, tu ne les fais plus, tu arrives, tu fais « Ah, mais que font ces tentacules par là? Non, c'est pas par là !» Voilà. Donc ça arrive assez souvent à Akiba, moins à Ueno. Ueno, tu vas avoir une grosse galerie marchande qui est juste à côté de la gare. Donc ça, c'est pas sur la Yamanote, par contre, il faut s'éloigner un petit peu, c'est au sud-est. Et là-dedans, tu vas avoir énormément de magasins où tu vas trouver des trucs de ouf. Si tu aimes, je sais pas, si tu aimes le toku, les sentai, tu vas trouver des tenues de sentai, des casques, des trucs comme ça. Tu vas trouver des lithographies, tu vas trouver des cellulos, tu vas trouver des figurines, enfin voilà. Ueno, c'est un peu plus old school qu'Akiba. Akiba, tu as vraiment les produits qui sont à la mode à ce moment-là. Ueno, c'est plus les vieux collectionneurs qui vont là-bas chercher des trucs. Allô? Ah, merci. Pour nous qui avons plus connu les dessins animés années 80-90, tu as plus trouvé ton bonheur de ce côté-là, parce que Akiba, tu vas avoir une immense majorité de produits qui sont à la mode au Japon à ce moment-là. C'est-à-dire des séries qui ne sont pas encore forcément sorties, ou alors qui sont vraiment juste en sub, ou un truc comme ça. Les dernières fois que j'y suis allé, il y avait quoi ici? Il y avait ce truc super chelou, j'ai pas retenu le nom, où en fait c'est tous des mecs qui représentent un pays. Et t'as l'Allemagne, t'as des trucs comme ça, ils ont des relations un peu bizarres. C'est Italia. Voilà, c'était ça. Il y avait que des goodies de ça de partout. Tu cherchais autre chose? Non, il n'y a que ça. Donc voilà, ça dépend du truc qui est à la mode en ce moment. Sinon, après, tu fouines un peu dans certains quartiers, tu auras toujours un magasin ou deux, mais là, c'est vraiment les trucs où tu vas pas te planter. Ce qu'il faut se méfier sur Akiba, c'est qu'en ce moment, il y a un plan d'urbanisation qui concerne Akiba, qui vise à gicler tous les magasins un peu au tac, parce que ça fait mauvais genre, et en faire un nouveau quartier clean, mode, fashion, un peu genre Dankayama bis. Je pense qu'il y a eu une grosse opposition là-dessus, donc ça n'a pas tout à fait transformé le quartier, mais ça a éloigné les boutiques intéressantes de la gare, donc il faut marcher un peu plus. Mais à part ça, tout va bien. Voilà. Autre question? Alors il y en a une là. Alors, monsieur, deuxième. D'abord le monsieur devant. À 3. 1, 2, 3. Voilà. En fait, j'aimerais savoir quelle est la meilleure période pour aller au Japon, parce que j'ai entendu qu'en été, il faisait très très chaud. Donc, quelle période tu conseillerais? En été, non seulement tu vas te prendre le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il fait super chaud et il fait super humide. Donc tu as l'impression d'avoir que l'air pèse du poids sur tes épaules. Donc oui, effectivement, c'est vraiment... Nous, on n'est vraiment pas habitués à ce type de climat. Moi, je m'y suis jamais fait, je t'avoue. Tu bénis la clim dans ces moments-là, donc oui, l'été, le cœur de l'été, il faut vraiment éviter, à moins que tu ailles à Okinawa, et là c'est le cœur. Mais oui, Tokyo, tout ça, tu crèves, tu meurs. Donc tu y vas vraiment, même pas en t-shirt, quoi. Mais c'est marrant parce que quand tu vois dans Uniqlo qui te vendent des t-shirts spéciaux pour la transpiration, pour pas que ça se voit pour la chemise, tu comprends pourquoi. Parce que tu tiens pas ta chemise entière une journée. Donc l'été à éviter. N'importe quelle agence de voyage ou machin va te donner la réponse automatique. Il faut y aller pour le Hanami. Donc début du printemps. Ça dépend selon les villes, mais c'est là où il y a les cerisiers en fleurs, parce que tu comprends, c'est beau.